Voilà, ça marche un peu plus qu'un budget, surtout avec les petits montants qui sont souvent donnés. Mais avec le système de suivi qui est en place, qui permet au moins de mesurer l'évolution de la personne pendant un certain moment jusqu'à ce que la personne se stabilise un peu, je crois que ça aussi c'est pas mal. Parce que là, le coût est très moindre aussi. C'est ce que vous pouvez intervenir par rapport à ce que tu. Alors, ça peut-être je n'ai pas dit, la raison de dire parce que simplement, nous, quand on donne AGR, il y a formation, c'est vrai, avant, et puis on donne, il y a suivi. Mais tous les réfugiés savent que quand on te donne l'AGR une fois, c'est fini. C'est combien? Ça dépend du projet, mais généralement, on ne dépasse pas 400 000, on va même à 500 000 si le projet est vraiment très le maire. Le plafond, c'est 400 000, et on voit la nature du projet. Sinon, tout le monde sait que c'est une fois. Avant, c'était une fois dans la famille. Si personne dans la famille prend, personne ne devait prendre. Donc, ça poussait les gens vraiment à rester. Et comme je l'ai dit par la suite, c'est que quand tu gagnes les AGR, nous, on diminue les autres assistances. Tu n'es plus prioritaire. Donc, toi-même, tu sais que si je bouffe, finalement, je vais avoir un enfant qui va pas aller à l'école. C'est vrai qu'on va scolariser, mais quand on va appuyer les enfants à la scolarisation, toi, tu es en second plan parce que tu as déjà gagné. Ça, c'est des mesures qu'on a eu à mettre en place. C'est une fois seulement donné pour l'enfant sécurisé, ça ne se donne pas 10 fois. Et il y a une base de données d'ailleurs dans ça, que les HR transmettent toujours, lorsqu'on change de partenaire, les HR prennent la base de données des gens qui avaient été en donne. Maintenant, si dans les activités qu'on a eu les cas de Covid ici, s'il y a des cas de Covid, j'envoie les activités à base. Ce qui était meilleur, on a voulu voir un peu comment les appuyer. J'ai aidé venir, toujours grâce aussi à qui nous a accompagnés pour avoir ces projets-là. On a aussi essayé d'appuyer d'autres personnes qui étaient efficaces, mais dont l'activité était en baisse parce qu'il y avait cette pandémie-là. On a essayé de les renforcer parce qu'énormément de témoignages. D'ailleurs, chaque année, chaque 20 juin, je pense que je dirais par là, chaque 20 juin, il est toujours présent et président. On donne toujours au meilleur. Lui, c'était un meilleur. Donc, on l'a donné parce qu'il a demandé de faire pressing. Oui. On l'a financé, il a un pressing aujourd'hui. C'est un modèle de réussite. Et nous les encourageons le 20 juin, lors de l'activité. On encourage. On a déjà encouragé 3, je pense. La 5e pension, le combien vous avez de bénéficiaires chaque année? En tout cas, généralement, on a à peu près 7 ou 8. Ça, c'est ce qui est formel. Mais avec nos gymnastiques, parce que quand on a un fonds, on étudie le projet. Celui qui demande 400 000 pour vendre 2, on va lui donner 400 000. Ça, c'est. Avec nos gymnastiques, généralement, on arrive à avoir 9, 10. On a eu même 12. C'est des petits nombres. Oui, c'est pas assez. C'est pas des centaines. C'est pourquoi je dis que vraiment, s'il y avait des fonds, vous pouvez aller, mais s'il n'y a pas trop de fonds, on se contente de ce que nous avons et nous voulons suivre ces gens. C'est comme ça que ça se passe. Juste une question sur les critères pour avoir cette somme. Quelles sont les conditions, les critères, le business plan, qu'est-ce qu'ils présentent? Il ne faut pas me laisser, je vais me souffler. D'accord. Alors, la première des choses, il faut être réfugié. Si tu n'es pas réfugié, peut-être qu'il y a des demandeurs d'asile, mais qui a déjà reçu l'avis favorable. Ça, c'est la CNC qui gère. Les demandeurs d'asile qui ont reçu l'avis favorable, qui sont en attente de leur statut. Mais comme au Mali, on ne signe pas chaque jour les ordonnances, les arrêtés. Donc, ils peuvent bénéficier. Ça, c'est le premier critère. Comment être dans ce cadre-là. Dès que vous êtes dans ce registre-là, maintenant, on lance la vie. Il y a des AGR, il y a autant des AGR. Les gens écrivent des petits projets, des micro-projets. Quand ils écrivent des micro-projets, ils arrivent, ils déposent chez les partenaires de mise en œuvre. Les partenaires de mise en œuvre ont un responsable chargé des AGR. Donc, on les appelle. Si vous appelez là, vous dites c'est quoi ça? Moi, je ne comprends pas l'anglais, je n'ai pas été à l'école. Donc, quand ils prennent, lui, il prend, il sélectionne. C'est un expert, on le dit, il sélectionne. Et quand il sélectionne la présélection, oui, je voulais arriver à ça. Bon, on appelle ça présélection. Il regarde les dossiers, tout ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable. Il y a des projets qui sont bien, mais qui sont mal écrits, il peut voir. Et il y a un panel maintenant. Au niveau du panel, il amène tous les dossiers. On regarde l'expérience de la personne, les statuts comme nous avons dit, le projet, est-ce qu'il est motivé dans la société, est-ce qu'il peut faire. Nous avons tous ces éléments-là au niveau du panel. Maintenant, on prend dossier par dossier. On commence à sélectionner. Il présente et le dossier physique,
et la photo de la personne et tous les éléments dans précision voulue. Et chaque partenaire donne une note par rapport à ce dossier. Je voulais aussi ajouter que souvent on tient compte un peu de la taille du ménage. Oui. Et ça vraiment, lors du panel, on essaie de voir la taille du ménage, s'il y a beaucoup plus d'enfants, la charge du ménage au chef de ménage. Donc on essaie de tenir compte de tous ces paramètres. Pas souvent on choisit les bénéficiaires. Mais l'expérience passée compte pour beaucoup. Il y a des gens vraiment qui ont fait des trucs au pays. Par exemple, ils vendaient du lait au pays. Il a réussi une opportunité. Voilà comment on sélectionne. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine pour subvenir à leur famille Réfugiés. Oui. Impossible. Impossible. On gagne pas assez d'argent. Mais moi, je fais le réfugié, je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Vous n'êtes pas assez payé pour envoyer Pour le moment. en RDC. Pardon? Vous n'avez pas assez de revenus pour envoyer en plus de l'argent en RDC. Je suis professeur, mais je ne peux pas. Je le dis honnêtement. Tu veux pas ou tu peux? Non, je ne peux pas. Quand je dis je ne peux pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas donner $10. Quand je me pose la question, je dis est-ce que je peux appuyer la famille? Oui, c'est ça. Par rapport à ça. Oui. Mais ce que je gagne ici. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Pour votre information, j'ai encore des arriérés de 3 mois de loyer. C'est juste pour les entretemps. Ça veut dire que dès que nous avons vu la situation, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple d'ailleurs. Je prends une famille, un monsieur qui travaille à l'école, je prends l'enseignement primaire, des payes à 115 000. Il doit payer son loyer à 35 000, 40 000. Il doit manger avec les enfants. En tout cas, s'il a de l'argent, il y a soit qui se dépasse, il travaille fort, soit c'est comme ça qu'il n'est pas fort. Au nom, on demande aux réfugiés d'être propres, de respecter la loi. Je suis aussi plus que je le dis. Un salaire d'enseignant, c'est combien au Mali à peu près? Au Mali, enseignant au niveau primaire, 75 000, hein, la grande. 15 000. 75 000, non. Ça dépend. C'est autour de 30 000. Non, je prends l'État. Hein. Ça dépend des écoles aussi. Il y a les publics, il y a les l'État, privés. voilà. Au niveau des publics, c'est 125 000 les salaires de base. Les enseignants. Mais maintenant, les privés, ça se négocie souvent en fonction du nombre des heures. Ouais, en fonction du nombre des heures pour les fondamentales 2, les secondaires et autres. Mais pour le fondamental 1, c'est vraiment une négociation. Ils peuvent négocier à partir de 70 000, 80 000. Voilà. Je donne la moyenne. Compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'enseignants au chômage, donc ça pourrait aussi avantager les promoteurs des écoles privées. Si tu ne prends pas, quelqu'un d'autre va prendre. Ou bien comme c'est ta première année, on te donne 70 000 et puis on verra ce que ça va donner des années à venir. Voilà. C'est une négociation en fait. C'est sur la base d'une négociation. Ça, c'est vous devez retenir, mais moi je donnais un peu la moyenne sur le privé. Ça, c'est. Bon, l'université, on ne peut pas dire. On n'en a pas besoin, non. L'université. À l'université, c'est payé par heure, hein. Ça, c'est sûr, par heure. Ça varie de 5 000 à 10 000, c'est nous qui c'est la licence ou les masters. Ça, quand même, c'est connu partout. L'État a fixé. L'université, il n'y a pas privé, non. L'État a fixé la plateforme. Donc, vous avez 5 000. Il y a des arriérés de salaire sur les professeurs? Pas trop? Non, je ne pense. Au Mali, quand même, il n'y a pas d'arrivée de salaire d'une manière générale. Les écoles privées, maintenant, comme vous avez dit, c'est au cas par cas. C'est différent, mais dans la fonction publique, il y a pas la fonction publique, ma connaissance, il va peut-être parler mieux que moi, hein, mais sinon, moi, je suis avec mes amis, nous sommes là-bas, j'étais aussi à la fonction au public, à l'UG, il y avait dans l'État s'engage sur la main. Bon, maintenant, comme je disais, nos réfugiés à nous, s'ils sont enseignants, par exemple, ils travaillent dans les écoles privées, donc ça veut dire qu'ils ont 3 mois de vide ou 4, parce que l'école s'arrête au 30 juin. Ils reprennent au mois de septembre, octobre, novembre. Donc ça fait 4 mois, on ne mange que les feuilles de patates douces, de manioc chez nous. C'est compliqué. C'est pourquoi je disais que c'est difficile d'avoir de l'argent, parce que quand tu as fait 4
4 mois de vide comme ça, c'est-à-dire que tu as accumulé des arriérés, tu as négocié avec ton bailleur qui a accepté. Quand tu commences à travailler, il faut aplanir. C'est compliqué. Mais ne disons pas non, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent envoyer. C'est difficile. C'est très difficile. Peut-être dans les jours à venir, mais pour le moment, si on augmente un peu le montant des AGL là, et si on est peut-être un peu employé dans les années à venir, mais pour le moment, c'est pas possible. Et moi, je voulais demander pour les AGL, il y a des AGL à risque. À risque, cela veut dire quand on fait l'élevage, les cultures, parce qu'on avait choisi certains domaines qui sont, qu'on avait préférés, l'agriculture, le cytocommerce, tout ça. Bon, les gens qui font par exemple, comme vous venez de dire même le président ici, la partie de la famille, là, au moment de Covid, avec disons, la crise là, à un certain moment, on a vu que les gens, leur dû a été abaissé. Et puis, par exemple, ou bien lorsqu'on fabrique des crèmes, comme le président avait dit, par manque de courant, il n'y a plus de fonds pour continuer. Bon. Les gens aussi, parfois, qui élèvent les poules, souvent il y a des risques. Parfois, acheter 1600 têtes, mais quand l'épidémie est là, si on n'a pas bien suivi, vous pouvez perdre tout vos états de zone. Les volailles, ils vont tous perdre. Vous allez les perdre tout. Donc, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que pour ces genres de projets-là, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces places aussi pour tenir compte de ces risques-là au moment, parce qu'il y a la suivi, on suit, mais il y a des moments où on se retrouve que ce n'est pas de votre faute, compte tenu des